est-ce que c'est pas vous, le Rassemblement national, qui êtes en train de le saboter, justement, en disant aux gens des campagnes, aux gens de la France périurbaine, n'y allez pas, c'est un truc de casseur. Je suis pas sûr que ces gens-là, ils attendent un blocage, ils attendent plutôt un déblocage de la société. Nous, on pensait, on espérait que ça allait arriver justement par une dissolution et que la meilleure arme, encore une fois, Emmanuel Macron, les manifestations des Gilets jaunes, c'était puissance 10. Il n'a pas cédé pour autant. Emmanuel Macron, il ne va pas céder parce qu'il y a des manifestations. Et Emmanuel Macron et la Macronie, pour les dégager, ça se fera par le vote. Et moi, je regrette encore une fois, il y avait l'occasion déjà de les éjecter lors des dernières élections législatives. Et je ferai grève à Mme Arthaud qui n'a pas appelé au front républicain, mais qui a un front pour moi anti-républicain et de l'instabilité. Il y a eu une alliance électorale objective de la France insoumise jusqu'aux républicains pour faire barrage au Rassemblement national. Si le Rassemblement national avait obtenu une majorité, la Macronie était finie. Il n'y avait plus de gouvernement macroniste. Et donc c'est pour ça qu'on dit que nous, la première outil de contestation, c'est évidemment le vote. Et malheureusement, et on pourra en reparler d'ici quelques mois, je ne pense pas que ce mouvement change quoi que ce soit ou mette la pression sur Emmanuel Macron qui de toute façon ne démissionnera pas. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je ne réponds pas à l'extrême droite. Sur la question aussi du bloc et tout. Je rappellerai quand même que la LFI a appelé à voter pour Emmanuel Macron qui est au pouvoir à 5 reprises, et les macronistes, présidentielle 2017, deuxième tour, présidentielle 2022, deuxième tour, législative 2017, deuxième tour, législative 2022, deuxième tour, et législative 2024, deuxième tour. Donc oui, le vote est important parce que si vous n'aviez pas fait ça, bien Emmanuel Macron ne serait pas au pouvoir. Je vous confirme que nous sommes des antifascistes déterminés et que nous ferons toujours un barrage antifasciste face à l'extrême droite. Et là-dessus, il n'y aura jamais de défaillance de notre part à s'opposer de manière radicale et déterminée à l'extrême droite que vous représentez. Donc vous étiez favorable à la réforme des retraites parce qu'elle est passée grâce à vous. Votre réforme des retraites, quelqu'un qui a commencé à travailler à 24 ans, il part à quel âge à taux plein? Il part à quel âge à taux plein, Madame Obono? Mais bien sûr, votre réforme des retraites, quelqu'un qui a commencé à travailler à 24 ans. Réduire les cotisations salariales. Vous voulez pas répondre, c'est une question très simple. C'est réduire les cotisations salariales, c'est la même logique que les capitalistes. Quelqu'un qui commence à travailler, parce que vous ne savez pas, vous ne savez peut-être pas comment ça marche le système. D'accord, vous ne savez pas comment marche votre propre réforme des retraites. Je la combats, je n'y réponds pas, je ne dialogue pas avec vous. Et je répète que nous serons toujours une opposition donc d'après votre raisonnement, si vous appliquez la même chose que Jean-Marie Barbella, on va revenir au 10 septembre et puis on aura l'occasion de c'est dommage de ne pas répondre aux questions de fond de la réforme des retraites. On va rediscuter des questions. Le RN n'est pas pour la division des Français et le RN ne veut pas moins de riches, il veut moins de pauvres. Et ce que je remarque surtout, c'est que déjà on n'est plus dans le même monde qu'en 1936, on a une économie qui est bien plus ouverte, qui est ouverte d'ailleurs parce que Jean-Luc Mélenchon à l'époque avait voté pour le traité de Maastricht quand le RN était contre. Hello s'était d'ailleurs abstenu à l'époque avec Madame Laguillet, c'est dommage parce qu'elle pesait 5% à l'époque et ça aurait pu permettre de ne pas faire passer Maastricht. Et quant au lien avec le grand patronat, je suis désolé, je vais quand même vous rappeler aussi un petit peu des faits historiques. Qui a toujours milité pour l'immigration de masse, c'est le grand patronat pour faire pression à la baisse sur les salaires. C'était M. Bouygues à l'époque. Donc de nous expliquer que le RN, qui n'est pas contre l'immigré en tant qu'individu, qui cherche une meilleure vie, d'ailleurs il y a plein de gens d'origine immigrée qui votent pour le RN. Le RN est contre l'immigration de masse, entre autres parce que ça pose des problèmes sécuritaires, ça pose des problèmes de pression à la baisse sur les salaires, et en ce sens, c'est vous, quelque part, qui faites le jeu du grand patronat. Je suis désolé de le dire. Donc ça, c'est une réalité. C'est pas pour rien, d'ailleurs, quand on parle du vote ouvrier, que les ouvriers votent à plus de 50% pour le RN, parce qu'ils ont bien compris ça. Donc le parti, d'ailleurs, quand vous regardez la segmentation électorale, le parti qui représente les actifs, qui représente les travailleurs, qui représente les ouvriers, que vous le vouliez ou non, c'est le Rassemblement national. Ça, c'est une réalité qui est palpable. On peut masquer la réalité, on peut masquer les faits. Ça a toujours été comme ça. Quand vous me parlez en plus, l'immigration d'un point de vue général, c'est pas que le travail. Vous avez 500 000 immigrés qui viennent par an en France. Les visas de travail, c'est 50 000 personnes. Les 450 000 autres ne viennent pas pour travailler. Et donc, évidemment que ça pose un problème. Ça pose un problème de pression sur le logement, sur la santé, sur les comptes sociaux. Et ça pose un problème d'intégration. Vous pouvez intégrer et assimiler des individus, des groupements d'individus, vous ne pouvez pas assimiler des peuples entiers. L'immigration, c'est une question de nombre. Le RN n'a rien contre les immigrés en général ou l'immigré en tant qu'individu. Il explique juste que l'immigration de masse, ça ne marche pas et ça n'a marché nulle part dans le monde. Et ça, c'est pas vouloir diviser les Français que de dire ça, parce que 80% des Français, en l'occurrence, sont d'accord avec nous sur ces questions-là. Réponse.
Je ne vais pas répondre à la propagande xénophobe du Rassemblement national. Juste si on pouvait rester dans les arguments plutôt que les anathèmes de racistes et xénophobes qui sont assez ridicules. Et moi j'ai entendu en plus, n'est pas ridicule, c'est une réalité vous avez entendu un seul propos qui était raciste, de vie ou de mort aussi pour des millions de personnes. D'accord. Donc le racisme, c'est une réalité, un phénomène social, un instrument que vous utilisez. Et donc oui, il faut dire les choses, il faut dire les termes. L'extrême droite développe des politiques racistes et xénophobes. Là aussi, c'est factuel. Et c'est pour ça que vous êtes profondément anti-républicain, et c'est pour ça que vous êtes toujours du côté des dominants. C'est assez ridicule. Et même l'idéologie, si vous voulez, juste l'idéologie de dire, regardez dans les travails difficiles, les Français ne devraient pas les faire, il faudrait des immigrés, mais en fait ça c'est une mentalité d'esclavagiste. C'est de faire pression à la baisse sur les salaires. En plus, c'est assez dégueulasse parce que quelque part, l'immigration, c'est des gens, souvent c'est les forces vives de ces pays-là, donc c'est piller les forces vives de ces pays-là pour qu'ils viennent chez vous, pour plutôt d'augmenter les salaires dans des métiers difficiles, on fait venir de l'immigration. Donc je suis désolé, il n'y a aucune humanité là-dedans, vous n'avez aucune leçon d'humanité à donner, en fait vous participez à ce système-là qui est abject. Donc après, les anathèmes, moi je vous insulte pas, donc j'aimerais que vous fassiez la même chose déjà premièrement. Et honnêtement, raciste, assumez, c'est objectif. Vous savez que le racisme c'est un phénomène social, c'est pas de l'esthétique ou c'est pas une étiquette, c'est une réalité. C'est une construction sociale. Donc on parle formellement d'un phénomène. Vous êtes un parti raciste et xénophobe. Voilà. Assumez. Et puis voilà, nous on vous combat parce qu'on est radicalement antiraciste et antifasciste. Sur quelle mesure c'est un parti raciste? Parce qu'on va aller dans le fond un peu plutôt. Non, mais moi je suis pas là pour parler de vos mesures. Mais la France insoumise n'a pas fait naître ce mouvement, c'est totalement inexact. Et sur le terrain... Je dis qu'ils l'ont récupéré et que pour toute une partie de la France, le fait que ce soit promu, appuyé par la France insoumise et même les syndicats, ça leur a fait penser, et je crois, quelque part à juste titre, que ça allait être une manifestation classique de gauche et pas un mouvement de type gilet jaune. Alors, et moi, je répète, j'ai eu des échos de province, j'ai eu des échos dans la Nièvre, dans toutes les villes de France secondaire, il ne s'est absolument rien passé, il n'y avait rien. Donc c'est pour ça que je dis, vous parlez tout à l'heure de Bordeaux, c'est une métropole, en fait, ça reste un mouvement qui est très métropolitain. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, parce que je ne pense pas que ce soit le blocage dont a besoin la France à l'heure actuelle, à mon sens, ça ne va pas déboucher. Et vous verrez qu'il aura raison, ça ne va pas déboucher sur grand-chose à mon avis. Contrairement aux Gilets jaunes où malheureusement à la fin, il n'y a pas eu grand-chose et il y a eu un élément populaire. Avec les macronistes pour dire qu'il faut s'arrêter tout ça, il faut arrêter le blocage, les casseurs, ils ont appuyé la loi Retailleau. On voit bien de quel côté ils sont. Quand vous appelez à voter pour Emmanuel Macron à chaque fois, je pense que vous devez donner absolument aucune leçon de collision. De la même façon que quand vous ne votez pas la censure sur von der Leyen au Parlement européen, je pense que vous n'avez aucune leçon. Jusqu'au bout de manière déterminée. Mais c'est très bien parce que vous montrez de quel côté vous êtes, y compris pour les gilets jaunes. On s'en rappellera. Moi, je les ai vus. Je les ai vus voter la loi Retailleau, la loi des casseurs, contre les casseurs, etc., qui était désignée contre les gilets jaunes. Ils n'ont jamais voulu défendre l'amnistie des gilets jaunes. Retailleau est arrivé au pouvoir quelques années après les gilets jaunes, en fait. Je pense qu'il y a un problème de chronologie. Et comme les gilets jaunes, on verra, vous prétendez parler pour le peuple et vous êtes toujours du côté de la matraque pour le réprimer quand il va trop loin. Retailleau est arrivé au pouvoir un petit peu après les gilets jaunes, pour remettre dans le contexte. Il ne faudrait pas raconter n'importe quoi non plus. C'est une chance à Monsieur Le Cornu. Donc ils n'ont pas envie qu'il y ait de mobilisation. Je vais lui expliquer la position. Je vais expliquer la position. Ce qu'on a dit, on n'a jamais dévié, mais peut-être qu'au bout de 3-4 fois, vous allez comprendre ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on ne censurait pas une personne par principe, qu'on allait censurer un projet politique et donc un budget. D'ailleurs, vous étiez les mêmes à dire ils vont jamais censurer Bayrou parce que Marine Le Pen est inéligible. Manque de peu, en 2 minutes, il y a eu la motion de défiance et vous aviez entièrement faux. Et là, vous avez encore entièrement faux. Et donc, ce qui se passe, c'est que Sébastien Lecornu, on ne va pas le censurer par principe pour une personne, on va le censurer sur un projet politique. En l'occurrence, si le budget qui va être proposé est un budget qui continue à augmenter la dépense publique et qui continue à faire du racket fiscal, comme c'était le cas de celui de François Bayrou, qu'augmenter la dépense publique de 30 milliards d'euros, qu'augmenter les prélèvements obligatoires de 20 milliards d'euros sur les entreprises et sur les particuliers, évidemment qu'il aura en face une censure du Rassemblement national. Et c'est la même chose d'ailleurs si le gouvernement ne s'oppose pas au Mercosur et à la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est une catastrophe. D'ailleurs, j'étais cette semaine à Strasbourg avec Jordan Bardella au Parlement européen. C'est très intéressant aussi de regarder les votes de votre amie Madame Aubry, d'ailleurs qui s'enlace très souvent avec Madame von der Leyen. Et il se trouve qu'il y avait un amendement sur le Mercosur qui expliquait que c'était de la concurrence déloyale pour les agriculteurs et qu'il fallait que la Commission se retire de cet accord. Bien, Madame Aubry, elle avait piscine.
elle n'a pas voté. Comme le Parti Socialiste, ils avaient piscine, ils n'ont pas voté. Donc c'est toujours intéressant aussi de regarder ce qui se vote à Bruxelles, de regarder les alliances, parce que de la même façon que vous votez à chaque fois pour Emmanuel Macron au deuxième tour, vous avez déjà sauvé une première fois Mme von der Leyen. Et je rappelle quand même que s'il y a bien une politique qui est antisociale, c'est celle de l'Union européenne, mais visiblement, vous êtes à chaque fois aux abonnés absents. Enfin, aux abonnés absents de la part d'un conseiller de Jordan Bardella à Bruxelles, je trouve ça assez... vous savez quel est... Attendez, je vais répondre juste à ça. Je ne vous parlais pas à vous, je vous ai remarqué, je ne vous parlais pas à vous. C'est vrai, mais je vais répondre parce que c'est le grand truc de Manon Aubry. Jordan Bardella a 88% de participation au Parlement européen. Madame, vous en avez 19% à l'Assemblée nationale. Par contre, c'est l'occasion, ça me permet... Et c'est pour ça que cette motion de censure, elle est importante. Et bravo à Manon Aubry et aux collègues et aux camarades d'avoir déposé cette motion de censure. C'était avant ou après avoir relancé Mme von der Leyen? Vous n'avez cessé d'appeler à une dissolution immédiate de façon très ferme. C'est ce qu'on souhaitait en tout cas. Donc quelle est la cohérence? Vous allez peut-être nous le dire. Parce que au bout d'un moment, la démocratie, c'est aussi ce que veulent les Français. Les Français, je ne pense pas qu'ils souhaitent le chaos et la censure pour la censure. Les Français veulent qu'on censure pour une raison. Ils ne veulent pas censurer Monsieur Lecornu. Ils veulent censurer un mauvais budget, qu'on les protège d'un mauvais budget. C'est ce qu'on avait fait pour le budget de Michel Barnier, qui était une augmentation pour le coup des taxes et impôts de 40 milliards d'euros. Donc évidemment, ce n'était pas possible et on l'a censuré. Donc on a obtenu des concessions, la réindexation des retraites sur l'inflation, moins de taxes, et on a obtenu ces concessions. C'est pour ça que Bayrou, dans un premier temps, n'a pas été censuré, d'autant plus qu'une dissolution n'était pas possible. Maintenant, il y a eu ce budget de François Bayrou qui était là aussi un mauvais budget, donc évidemment qu'on a censuré, sauf que là, ça change, enfin, on n'a pas voté la motion de confiance. Sauf que là, ça a changé tout parce que, théoriquement, le président de la République, de par la Constitution, peut maintenant redissoudre. Et donc évidemment qu'on a appelé à dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'on pense que la Macronie est une impasse, on pense qu'il n'y a pas de budget qui peut réellement tenir sans forte concession du Premier ministre. Et donc la composition de l'Assemblée nationale, encore une fois du fait des magouilles électorales, fait qu'il y a un blocage. Et nous on pense que c'est en retournant aux urnes par une dissolution ou par une démission du président de la République, mais on n'est pas naïf, on ne croit pas une seule seconde malheureusement une démission du président de la République. Donc on pense que la seule solution pour débloquer le pays, c'est une dissolution. Et c'est, je pense, à ça qu'on aboutira, mais on verra, on attend sans illusion quel va être le budget de monsieur Lecornu. C'est ce qu'on a dit. En fait, nous, si le Premier ministre qui est nommé ne rompt pas avec le macronisme, les mêmes causes entraîneront les mêmes effets et il sera censuré dès qu'il y aura une présentation du budget. Si c'est un budget, encore une fois, de matraquage fiscal et qui ne règle pas et qui ne baisse pas la mauvaise dépense publique, on censurera le Premier ministre, M. Lecornu. Revenons à cette question de la... Oui, j'ai eu l'impression d'assister à un débat surréaliste entre des gens, en plus, qui ont dit le rapport de force n'est plus possible. Bien sûr, surréaliste. Vous n'imaginez pas une autre société que la société capitaliste. Donc c'est surréaliste. Des gens qui ne sont pas opposés au traité de Maastricht. Il n'y a que ça. Il ne peut pas y avoir d'autres types de sociétés. Mais des gens qui ne se sont pas opposés au traité de Maastricht, comme la circulation des personnes, des capitaux et des marchandises, et qui derrière nous dit on n'a pas de rapport de force, moi personnellement, ça m'amuse. Maintenant, ce qui m'amuse aussi, c'est Madame Obono qui quand même nous explique qu'il ne faut pas faire perdre de temps, il faudrait censurer directement, mais qui nous dit de la même façon qu'il y a un mensonge aux gens, comme elle a menti, elle reprenant le mensonge de Manon Aubry sur Jordan Bardella, sauf que manque de chance, Jordan Bardella, il vote à 88% des votes au Parlement européen, quand elle vote à 19% à l'Assemblée nationale. Donc encore une fois, c'est un beau but contre son camp. Et ce que je veux dire là-dessus, la destitution, c'est une perte de temps. Pourquoi? C'est une perte de temps. Là encore, c'est des chiffres. C'est une réalité. Pour que la destitution fonctionne, il faut les 2 tiers, non seulement de l'Assemblée nationale, mais du Sénat. Je ne sais pas si Mme Obono connaît la composition du Sénat. C'est 55% LR plus les macronistes. Donc si vous espérez obtenir 2 tiers, peut-être que vous croyez au Père Noël, moi c'est pas mon cas, j'essaye de baser mes faits et mes actions sur des choses qui sont rationnelles. Et en l'occurrence, la destitution n'a absolument aucune chance d'aboutir, et c'est pour ça que nous, on ne va pas faire perdre du champ, on va pas faire perdre du temps aux gens. Non, mais pour notre information collective, quel est l'argument employé par le RN? Parce que l'argument c'est perdre du temps aux gens, ça n'a aucune chance d'aboutir. L'argument des socialistes,
avait été, on ne répond pas à je parle sous le contrôle de Madame Obono, on ne répond pas à un abus de pouvoir par un autre abus de pouvoir. Ah non, la destitution fait partie de la Constitution, c'est pas le sujet. Qui est pourtant une procédure constitutionnelle. C'est pas le sujet, la destitution et la Constitution, ce qu'on dit, c'est que c'est une perte de temps, ça n'a aucune chance d'aboutir. Donc en fait, pourquoi amener les gens dans un tunnel sur quelque chose qui n'a pas de chance d'aboutir? De toute façon, rien va arriver. Non, mais si vous pensez, honnêtement, si vous pensez que les 55% de macronistes et de LR au Sénat va voter la destitution, vraiment, vous m'impressionnez tous les jours, là. Je pense que tout le monde autour de cette table préférait qu'Emmanuel Macron démissionne, qu'on gagne du temps, qu'il y ait une élection présidentielle. Mais il y a la réalité. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, malheureusement, ne voudra pas démissionner. Et la réalité, c'est que la procédure de destitution, elle n'a aucune chance d'aboutir. Donc est-ce qu'on ment aux gens en disant destitution, destitution, ou est-ce qu'on essaye justement de regarder et d'abréger les souffrances via une censure à un budget qui, à mon sens, sera mauvais et qui peut amener une dissolution, qui peut permettre d'avoir une autre majorité, une autre politique pour la France. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui ont peur en fait de cette dissolution et qui ne veulent pas retourner aux urnes. Peut-être qu'ils savent le résultat que donneraient les Français. Pas forcément. Je pense que le RN et LFI s'en tireraient bien pour le coup. Par contre, le bloc central macroniste et le PS, à mon avis, auraient de grandes difficultés. Le PS, je ne sais pas, ça dépend si vous faites encore alliance avec le PS et le grand bloc de gauche. Mais en tout cas, je pense que le parti macroniste, lui, risque d'y laisser beaucoup de plumes d'après les sondages. Petite question, parce que vous avez parlé plusieurs fois comme ça au fil de la soirée du NFP. Est-ce qu'il existe encore? Et en cas de dissolution, même si on a compris que ce n'était pas votre objectif politique à court terme, est-ce que vous pensez pouvoir le réactiver après tout ce qui s'est passé, toutes les invectives qui ont eu lieu voilà. Ce ne sont pas des invectives, c'est un désaccord politique qu'il faut assumer comme tel et que nous avons pris acte du choix du parti. C'est un désaccord extrêmement profond avec le PS. Écoutez, oui, effectivement, y compris le fait de remettre en cause le mandat sur lequel on a été élu quand le PS, avec le Rassemblement national, décide de ne pas voter les motions de censure, donc permet à Bayrou de mettre en œuvre son programme. Oui, je pense que c'est en rupture avec le mandat qui a été donné par les électeurs et les électrices. Pas croire que les gens... C'est dit joliment, mais il y a eu des désaccords au nom des gens européennes. Et pour sauver les places, ils sont tous mis ensemble. Voilà, je crois que vous avez plus parlé, mais c'est pas très grave. Je sais que l'extrême droite ne pense pas que les femmes ou les personnes racisées ont un cerveau, etc. Nouveau Joker. Si je pouvais juste... Et ça a été, je pense, une démonstration à une échelle de masse. Et on va voir encore, là, ils sont en train de discuter avec le Cornu. Ils sont tous allés, hein, le RN aussi, on va discuter, etc. Tout ça. Donc, entre mensonges et les gens, ils en ont marre aussi de tout. C'est touchant, c'est voire drôle, parce que je me rappelle des invectives ou des valeurs, alors que c'était les mêmes qui se bouffaient le nez pendant les européennes, et quand il s'agit de sauver les places, ils sont tous mis d'accord, et là ça sera exactement la même chose en fait. Donc de parler de valeurs, nous les magouilles, les tractations, en fait, leur union c'est exactement la résultante de ça. Il y a des ultra-européistes comme Europe Écologie Les Verts ou le PS qui sont fédéralistes, ils sont d'accord sur à peu près rien, mais ils sont tous d'accord pour se mettre ensemble pour sauver les places. Donc ça m'amuse en fait ce discours, et derrière en plus à jouer des leçons de morale aux autres, voire des mensonges et de l'invective. Honnêtement, c'est à mourir de rire. Je pense que beaucoup de vos téléspectateurs doivent beaucoup rigoler en entendant ça. Question au passage, avant de terminer cette soirée, qui aurait dû être appelé à Matignon après les législatives de 2024 pour vous, Charles-Henri Gallois ? Normalement, le problème, c'est qu'il n'y avait aucune majorité claire, en fait. Si vous appeliez Jordan Bardella, qui était le premier parti d'ailleurs à l'Assemblée nationale, il aurait été censuré directement. Si vous aviez appelé le NFP, il aurait été censuré directement. C'est toute la problématique et tout le blocage institutionnel. Qui a remporté les élections législatives de 2024 ? Ça dépend si vous prenez en nombre de sièges ou en nombre de voix. En nombre de voix, c'est clairement le Rassemblement national. En nombre de sièges, puisque c'est comme ça qu'on... C'est clairement le Rassemblement national. Et s'il n'y avait pas eu encore plus les magouilles, encore une fois, qu'on a eu lieu, donc quand j'entends parler tout à l'heure de magouilles, etc., quand vous avez eu une alliance qui allait de LFI à Laurent Wauquiez, c'est quand même assez extraordinaire de parler de magouilles.
Et le blocage institutionnel, il résulte de cette alliance en fait entre Macron et Mélenchon. Et le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que le seul moyen qu'ils ont trouvé justement pour essayer de gouverner, c'est de faire des accords avec le PS qui pèse même pas 2% à la présidentielle et de faire des accords avec LR qui pèse même pas 5% à la présidentielle. Et vous avez le grand bloc macroniste qui cherche des accords de non-censure avec les deux pour pouvoir gouverner. C'est pour ça qu'il faut revenir au gouvernement national. Il n'y avait pas de dissolution possible, et quand vous n'avez pas censuré Mme von der Leyen, vous n'avez certainement aucune leçon à donner, d'autant plus quand vous avez encore une fois voté 5 fois pour les macronistes au deuxième tour. À chaque fois, vous avez l'air de l'oublier et d'essayer de faire passer. Nous, on n'a jamais appelé. Ça m'étonne pas. Étant donné votre histoire, l'antifascisme pour vous, c'est un anathème. On n'a jamais appelé une seule fois à voter Macron à aucune élection depuis 2017. On ne peut pas en dire autant de vous. Donc vos brevets d'antimacronisme, vous pouvez certainement les garder. Ça s'appelle l'antifascisme. Le fondateur de la France Insoumise disait il y a 10 ans, à la fin, ça se terminera entre eux et nous. Ouais, pas dans un dialogue. À ça, vous pouvez être sûr que ce ne sera pas un dialogue. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et ce sera quoi alors ?